Nicolas Dupin. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, nous venons de publier un livre intitulé « La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité ». Alors, pourquoi ce livre et pourquoi cette interview? Nous vivons actuellement des évolutions technologiques extrêmement rapides qui s'alimentent les unes les autres depuis une vingtaine d'années. Nous sommes tous les trois spécialistes de la veille économique, technologique et sociologique. Et nous nous sommes bien rendus compte combien il est difficile pour le grand public comme pour les professionnels d'appréhender tous ces changements. Donc, nous avons donc voulu faire un livre accessible à tous et donner des clés pour décrypter les bouleversements que nous vivons aujourd'hui. Alors, pour prolonger les réflexions au-delà du livre, nous avons décidé de faire des interviews d'experts et de faire des focus plus particuliers sur certains thèmes pour mettre en perspective ces révolutions. Alors, Nicolas Dupin, merci encore. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, donc, je suis Nicolas Dupin, je suis le président fondateur de ce qu'on définit aujourd'hui comme le premier pôle de compétences dédié aux usages des technologies immersives. Et ce pôle de compétences est composé de deux jambes, comme tout bipède, une jambe fédérative et une jambe opérationnelle. Donc, la jambe fédérative, c'est l'association France Immersive Learning, qui a la particularité de mettre en relation ceux qui ont des besoins et ceux qui ont des solutions. Et la jambe opérationnelle, c'est le lab qui s'incarne dans un lieu que vous avez recevé dans moi pour l'instant à Paris, et qui est dédié à découvrir, s'approprier et apprendre à utiliser les technologies immersives. Donc, c'est une société et de conseil et de formation des formateurs et des professionnels à l'usage de ces technologies en situation. Alors, justement, est-ce que vous pourriez nous définir sommairement ce que sont les technologies immersives et ce qu'elles apportent? Alors, il y a un concept bien connu qui s'appelle le continuum de Milgram qui permet de formaliser le passage de la réalité à la réalité virtuelle dans lequel on va pouvoir positionner effectivement ces technologies immersives. Le premier élément qui est extrêmement distinctif de ces technologies, c'est qu'elles visent à ce qu'on ne regarde plus un écran en étant assis derrière son bureau ou bien dans un canapé, mais qu'on se projette dans l'écran, dans la situation, et ainsi faisant, dans l'immense majorité des cas, se mettant debout et en mouvement. Donc là, on a une différence qui est absolument fondamentale de l'évolution qui est devant nous. On ne regarde plus en étant passif, mais on est dedans en étant agissant. Et donc, les technologies immersives, c'est un ensemble de technologies qui sont très complémentaires et assez différentes, qui vont de la réalité augmentée, que tout à chacun aujourd'hui commence à connaître à travers son smartphone, ou bien sur de l'affichage tête de haute dans les voitures, par exemple, mais qui ne trouvera son plein potentiel lorsqu'on aura des lunettes consumer à des tarifs grand public acceptables. Ça arrive dans les 2-3 ans qui viennent. Ensuite, on a la réalité augmentée qui, elle, va rajouter une capacité d'interaction avec l'univers réel, puisqu'on va ajouter du suivi des mains et puis du mapping de l'environnement. On pourra rentrer dans les détails si vous voulez. Évidemment, on a aussi la vidéo 360 et la photogrammétrie, qui sont deux technologies différentes, mais qui permettent de capturer la réalité pour en faire des environnements culturels, d'apprentissage, d'événements, ainsi de suite. Et donc là, globalement, on est sur ce qu'on va appeler des technologies non occultantes, c'est-à-dire qu'on utilise des périphériques qui nous laissent en contact avec la réalité. Et puis ensuite, on va passer sur cette autre génération qui, elle, ne s'occupe pas de la réalité, mais cherche à la transmuter, à la sublimer, qui est donc effectivement la réalité mixte et la réalité virtuelle, où cette fois-ci, on dispose d'un certain nombre de pouvoirs magiques, dont l'ubiquité, pour faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Et précisons pour que ce soit bien clair, ces technologies ne visent pas à remplacer notre expérience du monde réel, qui est irremplaçable, mais elles visent à faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Non. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de votre question, quelle est la plus-value de ces technologies? Eh bien, précisons à nouveau que le point d'accès premier des technologies immersives, c'est bien de porter ce que les Américains appellent un Edmonton device, c'est-à-dire d'amener son écran devant ses yeux pour rentrer dans l'image. Donc ça, c'est vraiment le premier point, même si effectivement, on peut avoir une expérience dégradée ou moins immersive à partir d'écrans traditionnels. L'inverse n'étant pas vrai, mais on aura l'occasion d'en reparler. À partir du moment où vous êtes dans une situation,
Les plus-values sont assez évidentes. La première, c'est que vous êtes en situation d'ubiquité. Le vieux rêve de l'humanité, de pouvoir être à deux endroits différents, eh bien, devient possible. Vous mettez un casque de réalité virtuelle, par exemple, et vous transportez votre esprit dans une autre situation. Donc, on a là un levier extrêmement puissant de renouvellement de notre expérience digitale. Le deuxième élément, c'est qu'à partir du moment où, effectivement, vous êtes dans l'image, vous allez percevoir de manière très forte ce que nous appelons le sentiment de présence. Présence dans le lieu et présence avec les personnes qui sont elles aussi dans ce lieu. Et donc là, on change un peu de paradigme, puisqu'on n'est pas comme là dans notre conversation, assis chacun derrière son écran, mais on va être physiquement, intellectuellement, cognitivement, émotionnellement, ensemble dans un autre espace symbolique ou réel. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres sur l'efficacité, justement, parce que ça, c'est quand même un facteur extrêmement important, sur l'efficacité, effectivement, de cette mise en immersion, notamment peut-être sur les formations ou sur d'autres expériences. Le fait d'être présent de manière très immersive a un impact sur la compréhension des phénomènes, sur la retenabilité des informations, etc. En fait, oui, on commence à avoir un certain nombre d'études. Après, vous voyez que le bon sens, on va revenir sur des chiffres qui éventuellement commencent à apparaître, mais vous voyez que le bon sens plaide pour une efficacité, puisqu'à partir du moment où vous êtes présent et que vous avez des interactions avancées possibles, ce qu'on n'a pas avec un PC clavier, puisque vous avez des mains virtuelles, à ce moment-là, le taux de mémorisation devient considérable puisque vous êtes fortement concentré et mobilisé par situation. Voilà. L'engagement est beaucoup plus important que quand on est perturbé par son environnement réel. Donc, on a un taux de mémorisation qui est beaucoup plus important, sans parler du plaisir que l'on prend à cette situation. Donc, les études qui commencent à apparaître aujourd'hui, qu'elles viennent du monde universitaire ou qu'elles viennent de grands acteurs comme PwC, qui a produit régulièrement des études à ce sujet-là, on est sur des augmentations d'efficacité entre x2 et x4 par rapport à des dispositifs traditionnels. Précisons à nouveau quand même qu'on est là sur des technologies qui visent à nous donner de nouvelles capacités et à nouveau pas de se substituer. On ne va pas passer notre vie en réalité virtuelle ou passer 4 heures à assister à une conférence en réalité virtuelle. On n'est pas là. On est sur des modules qui permettent d'enrichir de manière hybride des dispositifs existants, mais avec là une efficacité et un engagement des personnes, que ce soit pour de l'éducation, de la culture ou du spectacle, bien supérieur aux outils dont on dispose aujourd'hui. Alors, on a intitulé un chapitre dans le livre des jeux vidéo au métavers vers un monde virtuel. Alors, on en a parlé un petit peu au début. Pouvez-vous nous donner votre regard sur le buzzword du moment, qui est le mot métavers, notamment popularisé par la démarche médiatique de Mark Zuckerberg, de renommer Facebook en méta, ou encore, peut-être encore plus d'ailleurs, par le film Ready Player One de Steven Spielberg. Très bon d'ailleurs, qu'il faudrait conseiller à tout le monde de voir pour avoir une vision un peu hollywoodienne évidemment de ce concept. Alors première chose, ça reste un concept. C'est aujourd'hui une structure qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est un certain nombre d'univers virtuels collectifs. Mais le principe du métaverse, qui serait un monde unifié, unique, dans lequel on pourrait faire tout un tas de choses à l'échelle d'un univers, en plus d'une planète, c'est un concept qui ne va pas voir le jour tout de suite. Donc, le buzzword est aussi une approche un peu intellectuelle du dispositif, parce qu'à ce stade, l'immense majorité des personnes n'ont pas encore eu l'occasion de mettre un casque de réalité virtuelle et d'expérimenter par eux-mêmes ce concept. Et c'est un peu dommage, puisqu'on est avant tout sur des technologies dites expérientielles. Tant que vous n'avez pas mis un casque de réalité virtuelle par vous-même, vous ne prenez pas la mesure du sujet. Vous voyez sur votre écran de télé ou d'ordinateur des vidéos que vous semblez avoir déjà vues parce que ça ressemble à un jeu vidéo. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être soi-même dans le métaverse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que moi, je fais une distinction, on va dire, on se permet d'adopter un point de vue un peu radical sur le sujet, non pas pour être clivant, mais pour clarifier le sujet. À mon avis, il y a plusieurs technologies qui sont mélangées. Donc, on va mettre d'un côté tout ce qui est blockchain, NFT, Web3, qui sont probablement un sujet.
très spéculatif aujourd'hui, parce que les usages sur certains sujets de la blockchain, c'est autre chose, mais sur les NFT, voilà, ou les plateformes basées sur la blockchain et le NFT, bon, les usages restent à démontrer. En tous les cas, laissons de côté ces technologies qui ne sont pas socles du concept de métaverse, qui, en particulier du point de vue de Zuckerberg, mais précédemment aussi, relève d'un ou de plusieurs univers virtuels collectifs auxquels on accède prioritairement avec un casque de réalité virtuelle, dont on peut avoir une expérience dégradée, comme je le disais tout à l'heure, avec un écran que nous on appelle flat. Et je vous précisais, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que des plateformes comme Decentraland, ordinateur ou mobile. Flat, ordinateur. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, il faut bien aussi là avoir conscience pour appréhender sérieusement cette vision des univers virtuels collectifs ou collaboratifs. C'est le bon vieil adage de qui peut le plus, peut le moins. Une plateforme pensée pour une expérience collective immersive collective, peut être accédée avec un écran traditionnel, PC, tablette, téléphone. Okay. En version dégradée. L'inverse n'est pas vrai. Okay. Une plateforme pensée pour un écran flat, okay, c'est le cas des MMORPG aujourd'hui qu'on connaît, les Roblox et tous les grands jeux. C'est le cas aussi des plateformes un peu leaders du buzzword que sont Decentraland, Sandbox. Ces plateformes ne sont aujourd'hui pas immersives, elles ne le deviendront pas pour des raisons technologiques et pour des raisons d'interface utilisateur. Parce que piloter un avatar dans un monde 3D à la troisième personne n'a rien à voir en termes technologiques et du XUI d'être cet avatar. Donc ça, c'est un deuxième élément important qui va permettre de clarifier le sujet. Ensuite, d'une manière générale, nous, on préfère parler, comme je l'ai évoqué précédemment, d'univers virtuel, collectif et collaboratif. Et pour le coup, on va avoir des thématisations de ces univers virtuels, culture, patrimoine, spectacle vivant, enseignement, événements corporate, voire activités strictement corporate et d'entreprise. Bientôt, je l'espère, parce que je pense qu'il y a de la valeur e-commerce, shopping. Voilà. Et vous voyez, on a bien déjà les univers virtuels qui vont avoir des thématiques qui sont différentes. Et puis ensuite, on va avoir deux différenciants qui vont être extrêmement structurants, y compris d'un point de vue politique, dans une perspective de souveraineté numérique dont aujourd'hui on commence à prendre la valeur. C'est est-ce que ces univers sont propriétaires ou est-ce qu'ils sont open source? Est-ce qu'ils sont publics ou est-ce qu'ils sont privés? Est-ce qu'ils sont privatisables au sens de je crée des espaces privés ou bien ils sont complètement open et tout le monde peut venir à tout moment dans ces univers persistants. Voilà. Et une fois qu'on a posé le sujet comme ça, on va pouvoir commencer à mettre un peu de clarté dans le buzzword et en fonction des interlocuteurs des organisations, poser des enjeux en termes de conception, de mise en œuvre, de déploiement, de protection des données des utilisateurs et surtout de développement des usages qui, in fine, seront le driver du modèle économique qui fera qu'on verra un métaverse ou pas. Tout à fait. L'usage, effectivement, sera le maître mot, effectivement, de la démocratisation des technos. Et j'ai envie de rebondir là-dessus, justement. Est-ce que vous pourriez nous donner, alors ce n'est pas facile comme exercice, mais des dates sur ce qui peut arriver. Vous avez dit dans 2-3 ans, on aura des casques peut-être de réalité virtuelle. Là, on attendait peut-être l'annonce d'Apple qui n'a pas eu lieu sur le casque de réalité mixte. Est-ce que vous avez dans le viseur des prochaines étapes majeures sur peut-être les 5 à 10 prochaines années? Prédire le futur, c'est toujours un exercice qui n'engage que celui qui le prédit. Par contre, aujourd'hui, les choses semblent assez claires. Alors, précisons que ces univers virtuels collaboratifs ou collectifs existent depuis déjà plusieurs années, en fait. C'est juste que ça vient d'apparaître à la conscience collective. Mais à titre personnel et pour beaucoup de gens de nos métiers, on fréquente des événements en réalité virtuelle depuis 2016, depuis 2017, avec des plateformes qui s'améliorent, mais qui nous apportaient déjà une expérience collective de type métavers extrêmement satisfaisante, dont on se souvient avec une très forte intensité, parce que c'est comme si on les avait vécues. C'est une des spécificités de ces technologies.
Donc, il y a déjà plein de dispositifs qui existent et qui fonctionnent très bien. Rec Room, Alspace, VRChat, Engage, donc dans une perspective plus d'enseignement. Il y a eu ces dernières années une forte accélération du fait de la pandémie des dispositifs qui sont très à destination corporate collaboratif, comme Glue, Meeting VR. Donc, il y a aujourd'hui une offre solide, relativement conséquente. Et il y a évidemment plein de plateformes qui apparaissent de tous les côtés, puisqu'il y a manifestement des jardiniers pour arroser le champ. En termes de périphérique, on est quand même à un niveau de maturité qui est assez intéressant. Aujourd'hui, le patron du marché, c'est Quest, le Meta, qui vaut 350 €. Donc, on est sur un device qui est hyper accessible. Vient de rentrer dans la danse Pico avec un concurrent du Quest qui est positionné à peu près sur le segment de prix. Donc, je veux dire, que ce soit pour les personnes, pour les individus ou pour que ce soit les organisations, le ticket d'entrée en termes de matériel est plus vraiment un sujet. On va rajouter là, le Quest que c'est un casque autonome sans fil qui a changé énormément la donne, effectivement. C'est là où on voit que le device a un impact sur le marché qui est considérable, sur la démocratisation. Tout à fait. Et donc là, une étude vient de paraître qui annonce en 2 ans 15 millions d'exemplaires vendus pour ce casque. Voilà, donc on commence à être sur des chiffres assez significatifs. Arrive là juste devant nous. Alors effectivement, Apple annonce depuis 4 ans la sortie de son casque. Ils vont finir par le changer, par le sortir. Ça sera un game changer. Moi, j'ai abandonné les leaks sur Apple, attendant qu'ils finissent par sortir ce casque, qu'ils sortiront d'une manière ou d'une autre, c'est très probable. Par contre, là, juste devant nous, d'ici à la fin de l'année, on va voir arriver le nouveau casque de Meta qui s'appelle le Cambria, qui va être un casque professionnel et qui va, lui, parce que Facebook tient ses annonces, lui nous amener sur un nouveau step du rapport aux univers virtuels. On a le PSVR 2 qui est pour le monde des joueurs, va là aussi être un très puissant accélérateur et en fait ils ne livrent pas aujourd'hui parce qu'ils sont plutôt confrontés à des problèmes logistiques. Cette année va arriver le Lynx, qui est ce casque français de réalité mixte qui va à nouveau nous permettre de faire passer des… Voilà. Donc vous voyez en fait, en termes de matériel, y compris pour les lunettes de réalité augmentée, à l'autre bout du spectre de 1000 grammes, on commence à voir des annonces de produits qui sont quasiment prêts, qui arrivent. Voilà. En termes de matériel, dans les 2 ans qui viennent, on va à nouveau franchir le même cap qu'on a franchi en 2016 et 2018 avec ces nouvelles générations de casques qui font que le sujet est en place. Les investissements des majors dans le métavers, dans les plateformes, les environnements virtuels collectifs sont considérables. Oui, Meta, mais Epic avec Unreal et ses partenaires, donc Samsung, Lego par exemple, pour ne citer que. Oui, on peut dire qu'ils ont investi 1 milliard chacun, effectivement, sur la dernière levée de fonds des Big Games, par exemple. Mais après, on a énormément… Plus le milliard qu'avait mis Epic, oui. Oui, c'est ça, plus énormément de rachats de sociétés actuellement de jeux vidéo par les mastodontes. On peut citer Microsoft vient de racheter Activision Blizzard pour 60 milliards et des gros mouvements effectivement qui s'accélèrent. Donc, c'est une espèce de effectivement préparation à l'après. Voilà, donc tout est en place, les grandes manœuvres ont commencé, les grands majors ont aujourd'hui des visions stratégiques qui commencent à être assez solides. Pensons par exemple à Nvidia et Omniverse qui est en train de construire l'infrastructure de ce web immersif en toute discrétion, mais avec une efficacité et une clarté stratégique qui est tout à fait impressionnante. Donc, pendant très longtemps, on a eu dans le viseur les Jeux Olympiques de 2024 comme incarnation d'une filière d'excellence française. Les choses vont prendre un petit peu plus de temps. Par contre, à 2024-2025, on aura les 2 pieds dans le métavers, dans les univers virtuels collectifs, à mon sens, à n'en point douter. Alors, c'est très intéressant que vous parliez de la France parce que justement, je voulais vous poser une question que vous avez un peu abordée, mais c'est la souveraineté numérique et effectivement, au niveau de la place de la France, mais également, et sans doute, une entité peut-être plus à même de concurrencer les États-Unis ou la Chine, pour ne citer que l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous parler de souveraineté numérique et de la place de la France et de l'Europe dans cet univers? On va tout de suite rajouter en arrière-plan de la France et l'Europe, on va aussi rajouter la francophonie. Très bien. Parce que pour le coup, on a à travers cette communauté de langues et bien au-delà d'éléments de culture, de valeurs et d'histoire, on a aussi là un levier de développement d'usage
et de différenciation de ce qui fait la France et donc la francophonie, qui est tout à fait considérable. En tous les cas, vous avez raison de poser ce sujet, il est crucial. Et il est d'autant plus crucial que nous sommes dans une situation historique, dans une fenêtre d'opportunité historique qui ne va pas se représenter avant longtemps. Je m'explique. Tout le monde a bien compris aujourd'hui la dimension des menottes numériques qui sont celles des services numériques qui sont opérés par les GAFAM, dont on a aujourd'hui indispensablement besoin pour vivre, travailler, développer notre économie et toutes nos activités. Si demain, les services qui sont opérés par les GAFAM s'arrêtent, c'est l'ensemble de l'économie qui est gravement mise à mal. Dans tous ces univers virtuels qui, à mon point douté, mais après on verra ce que l'avenir nous dira, sont cette évolution d'Internet vers un Internet immersif qui nous apportera une expérience digitale de bien meilleure qualité, augmentée par rapport à celle qu'on a aujourd'hui. La fenêtre d'opportunité historique, c'est que tous ces univers, ces services sont en train de se construire maintenant. Et que pour le coup, l'ensemble de la planète et la communauté française, européenne et francophone commence à bien prendre les enjeux qui sont devant nous en termes de développement de valeur et d'emploi dans nos territoires, mais aussi en termes de protection des données, des utilisateurs et des organisations. Donc la fenêtre d'opportunité historique, elle est que, ayant conscience non pas de nos erreurs, mais voilà, des conséquences du passé, nous avons, au moment où se construisent les univers virtuels, la possibilité, non pas d'être en réaction comme on l'est sur les services digitaux, mais d'être en conquête. Et pour cela, il y aura des investissements à faire, ils ne sont pas nécessairement fantasmagoriques. L'enjeu, il est effectivement au niveau national, francophone et européen, de s'accorder sur un certain nombre de normes d'interopérabilité, de mise en œuvre effective du RGPD et des normes d'accessibilité qui sont aujourd'hui parfaitement fonctionnelles dans nos espaces européens et francophones, et de les mobiliser au profit de la construction d'espaces virtuels collectifs et collaboratifs souverains. Quand je dis souverain, ça veut dire qu'il va falloir arbitrer entre des plateformes qui vont permettre de créer des univers qui seront, comme je le disais tout à l'heure, soit publics, soit mixtes, soit privés. Et à mon sens, avec une autre différenciation qui va être tout à fait importante, c'est dont le code sera privatif ou sera open source. À titre personnel, je pense que le modèle open source qui fonde Internet aujourd'hui et sa mécanique, la capacité à mobiliser des communautés engagées. Et vous voyez bien que sur ces sujets, que ce soit dans le monde des développeurs, dans le monde des créateurs, dans le monde des techniciens, là je reviens du FIC, du Forum international de la cybersécurité, on a des communautés aujourd'hui qui sont conscientes et qui souhaitent s'engager. Donc, cette dimension de l'open source à pouvoir mobiliser des communautés pour produire des dispositifs qui sont robustes parce que régulièrement audités et qui en même temps s'appuient sur des communautés d'usage pour fournir des services d'expérience me paraît être un pilier nécessaire pour se saisir de cette fenêtre d'opportunité, créer des univers virtuels collectifs français, européens, francophones qui soient interopérables et qui soient soucieux des données des utilisateurs et des organisations, qui soient accessibles et inclusifs et qui donnent la pleine mesure aux talents extrêmement nombreux que nous avons en France, en Europe et en francophonie, pour se saisir du formidable potentiel de créativité de ces technologies et faire en sorte que demain, la France et l'Europe soient un leader dans le monde des technologies immersives et non pas comme aujourd'hui un utilisateur dépendant en réaction des GAFA. Alors, tout changement, évolution ou révolution fait peur. Évidemment, on aura des réactions à ces nouvelles technologies, comme on en a eu pour la télé, le cinéma, etc. Est-ce qu'on peut pour autant parler des dangers, notamment, vous avez parlé de l'immersion, la cybersécurité, la perte de repères. Quels sont les garde-fous pour se prémunir un petit peu de tout ça ou comment réagir face à un public qui peut avoir peur de ces technologies? Face à tout changement, évolution, la peur est une réaction assez
reptilienne, assez naturelle. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. La première clé, c'est information et éducation. Il faut dégonfler les boîtes à fantasmes en objectivant la réalité des gains, des risques et des bénéfices. Ils sont valables en termes d'usage, ils sont valables en termes de personnes, ils sont valables aussi en termes de développement durable. On a aujourd'hui une nécessité d'objectiver l'impact que nous savons être positif sur notre impact carbone au fur et à mesure des développements des usages, mais il faut l'objectiver de manière transparente, de manière complètement indépendante pour ensuite s'appuyer sur des bases solides. Donc les risques, ils existent, bien sûr, et sont d'une certaine manière à peu près les mêmes que ceux auxquels on est confronté de nos usages numériques aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près exactement les mêmes. Ils sont formulés un peu différemment, ils vont s'amplifier un peu différemment, mais c'est les mêmes. Donc, on ne part pas d'une page blanche. Je pense que pour pouvoir réduire ces peurs, il faut aborder avec lucidité, exigence, éthique, l'ensemble des sujets qui font peur, ceux qui doivent être objectivés, comme ceux que j'évoquais aujourd'hui, mais aussi comme la réalité des impacts cognitifs et émotionnels dans le domaine de l'éducation, par exemple, et de façon à disposer des outils d'éducation au sens large. Je pense que la clé dans toute transition, quelle qu'elle soit, c'est d'informer, d'éduquer et de former pour pouvoir s'appuyer sur de réelles plus-values. L'éducation et la formation, l'information, de manière exigeante et transparente, et nous avons parfaitement ces moyens, sont, à mon sens, le principal levier pour réduire les peurs en fournissant une information de qualité objective aux personnes qui ont des inquiétudes légitimes. Alors, ce qui fait peur aussi, sans doute, c'est le contexte géopolitique international, et notamment effectivement avec cette guerre sino-américaine sur l'ensemble des technologies. On parle évidemment de la cybersécurité, des attaques. La question, c'est est-ce qu'on peut se prémunir de ça ? Comment réagir par rapport à ces logiques de domination technologique de manière large, mais plus précisément sur ces technologies immersives, sur les technologies de la data, etc. À nouveau, rien de franchement neuf sous le soleil. Hein. Les géopolitiques de domination existent depuis la nuit des temps. Elles se transforment légèrement, différemment en fonction des évolutions technologiques, mais grosso modo, on a toujours les mêmes affrontements qui évoluent au gré. Donc, à nouveau, là, on voit quand même un nouveau phénomène qui a été popularisé par la série dont j'ai plus le nom, qui parle du crédit social. On est passé d'une série à une réalité en Chine. Ouais, Black Mirror. Black Mirror, c'est ça que je cherche. Oui. Non, mais ce que je veux dire, je ne dis pas que les choses ne sont pas nouvelles. Je dis que voilà, les mouvements sont les mêmes. Ce qui change, c'est les instruments de coercition. Voilà. Mais fondamentalement, les démarches sont toujours les mêmes. Donc, inspirons-nous aussi du passé, c'est ça. N'oublions jamais d'où nous venons et qui nous sommes et ce qui s'est passé précédemment pour construire les instruments de notre légitimité et d'efficacité éthique, j'insiste à nouveau, pour ce qui nous attend demain. Alors, à nouveau, je pense qu'il faut, pour pouvoir aborder le sujet avec efficacité, séparer les sujets. Vous vous souvenez, tout à l'heure, dans la présentation des technologies immersives, on a vu quand même deux grosses branches. L'augmentation de la réalité et les univers virtuels, pour faire simple. Avec au milieu la réalité mixte, dont on ne voit pas bien encore aujourd'hui comment elle va articuler les deux, même si on commence à avoir des tendances. Là, aujourd'hui, il y a quand même des flous. Donc, sur les éléments strictement virtuels, où on va créer des musées virtuels, des magasins virtuels, des salles de spectacle virtuelles, des amphithéâtres, enfin, ouais, des lieux d'apprentissage virtuels, les enjeux de cybersécurité et de domination planétaire, à première vue, là, ne me paraissent pas cruciaux. D'autant qu'on est encore loin, à ce stade, de piloter des installations nucléaires, des centrales électriques, des infrastructures routières ou ferroviaires à partir du métaverse ou d'infrastructures virtuelles. Donc là, la connexion qui est extrêmement importante aujourd'hui entre le fonctionnement de nos infrastructures réelles et les outils digitaux n'est pas encore passé dans le métaverse. Donc, les enjeux de cybersécurité ne sont pas prégnants à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir.
Si par exemple, on commence à voir du télépilotage de robots médicaux ou industriels en réalité virtuelle à distance, parce qu'évidemment, l'opérateur a une vue bien meilleure des dispositifs. Donc, dans l'immédiat, il n'y a pas d'enjeu là, me semble-t-il. Par contre, il faut bien les garder à l'œil. Ça peut venir. Sur toute la partie réalité augmentée, réalité mixte, c'est-à-dire rapport au monde réel, alors ça c'est une autre affaire, hein, parce que pour le coup, si on prend juste l'exemple du GPS, vous voyez, le piratage de votre GPS ou de vos lunettes de réalité augmentée ou mixte va aussi, là, peut-être être un enjeu qui va être plus tendu. En tous les cas, dans l'immédiat, alors que se construisent en ce moment ces univers virtuels partout sur la planète, on n'a pas des menaces immédiates graves. Par contre, il est important de rester extrêmement alerte parce qu'il y a aujourd'hui des groupes de hackers qui investissent des univers virtuels qui sont mal sécurisés et qui sont en capacité d'y mener des exploits ou des perturbations sur des événements. Ça s'est vu très récemment. Donc, voilà. On n'a pas d'enjeu de cybersécurité au sens où on l'entend aujourd'hui. Maintenant, okay, ils arrivent, ils doivent être regardés précisément pour pouvoir être prêts le moment venu. Mais ce n'est pas une tension grave aujourd'hui, me semble-t-il. Alors, j'ai envie de terminer cette interview par un conseil ou une vision que vous pourriez apporter aux jeunes générations, et pas forcément d'ailleurs que les jeunes générations, pourquoi pas à leurs parents aussi. Alors, permettez-moi d'en proposer deux. Avec plaisir. La première, c'est de repartir de l'idée que, effectivement, ces technologies immersives sont extrêmement nouvelles dans le sens où elles vous mettent debout, actifs et agissant dans des univers virtuels. Donc, le raisonnement qui vise à dire nos enfants sont déjà enfermés dans leur smartphone et dans leur ordinateur, on ne va pas en plus leur donner un casque de réalité virtuelle, est naturel, mais il ne correspond pas à la réalité. Faire 2 heures de réalité virtuelle, de jouer à un RPG MMO ou à d'autres activités sportives diverses et variées en réalité virtuelle, au bout de 2 heures debout, vous êtes physiquement et émotionnellement beaucoup plus apaisé qu'en restant assis derrière son canapé ou derrière son ordinateur. Donc, on n'est pas sur un phénomène d'augmentation des usages, on est sur des phénomènes de substitution relativement importants. Donc, il ne faut pas avoir peur des technologies immersives, même si je comprends que de voir un individu avec un casque de réalité virtuelle qui est déconnecté de la réalité est aujourd'hui socialement sujet à interrogation. Ouais. Et ça, c'est naturel. Mais personne ne porte de casque de réalité virtuelle dans le métro. Dans le train ou dans un avion, pourquoi pas, mais pas dans le métro. Donc ça, c'est le premier élément. Il ne faut pas avoir peur des usages parce qu'ils sont substitutifs et non pas, sont pas des augmentations en plus. Et le deuxième élément, c'est pour prendre la mesure de ces usages et de cette révolution anthropologique qui est celle de l'ubiquité et de la spatialité de ces technologies, il faut expérimenter la réalité virtuelle. Il faut avoir des expériences en réalité virtuelle. Il y a plusieurs solutions. Il y a aujourd'hui dans toutes les grandes métropoles des salles de e-sport, des salles d'arcade, voire des escape games en réalité virtuelle qui sont très accessibles et qui sont de formidables expériences pour la famille. Et pour aller plus loin, s'offrir un casque de réalité virtuelle. Donc aujourd'hui, en premier achat, l'Oculus, le MetaQuest ou bien le Pico Neo 3, voilà, et découvrir la réalité virtuelle. Expérimenter les formidables documentaires en vidéo 360, les expériences narratives, les jeux pour toute la famille. Il n'y a pas que des penches te tues. Il y a des jeux comme The Climb pour faire de l'escalade ou bien Puzzling Places pour faire des puzzles en 3D en qualité photographique qui sont absolument incroyables, ou Beat Saber qui est le Faites de la réalité virtuelle pour dégonfler cette machine, un fantasme naturel, découvrir le formidable pouvoir de ces technologies et ensuite le mobiliser au service d'un intérêt privé, culturel ou professionnel. Pour faire de la réalité virtuelle, il faut faire de la réalité virtuelle. Et j'en termine avec le fait que nous venons de publier sur le site de France Immersive Learning une page de recommandations, plutôt aujourd'hui pour l'univers de Meta, et puis on va le compléter, où justement on propose toutes les formidables expériences immersives pour découvrir ces technologies en fournissant un premier guide d'usage aux utilisateurs. Eh bien, Nicolas Dupin, merci. Vous avez tout à fait raison. C'est le meilleur conseil, c'est d'expérimenter. Il
faut savoir, il faut tester pour comprendre et pour pouvoir en parler. Donc, on conseille à tout le monde d'acheter un casque et de tester le maximum d'expérience. Merci encore, Nicolas Dupin. Avec grand Et à plaisir. bientôt. Au revoir. Au revoir.